Chers amis, bonjour à tous. Alors bien sûr, je suis très heureux qu'on se retrouve ici à Marseille au moment de ce congrès de l'UICN, qui est un moment particulier, pour une cérémonie particulière. Ah non, là ça va pas avec le ventilateur, c'était gentil, mais je vais pas y arriver. Puis il faut laisser la ventilation aux autres. C'est la 4e édition de la remise de ce prix Engie, donc c'est un petit anniversaire, hein. On est encore face à un petit bambin, mais on espère bien qu'il va grandir, dans le cadre d'un très grand événement, celui de l'UICN, qui est né en 1948, donc quelqu'un qui est déjà largement grand-père. Donc c'est un prix qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle et par la Fondation Engie, et qui prend cette année une forme un petit peu hybride à Marseille, puisqu'il est en même temps, il est accessible au public, en même temps qu'on va récompenser bien sûr les lauréats. Alors, remettre ce prix dans le cadre du Congrès mondial de la nature, ça n'est pas totalement anodin. C'est un signal important qui est envoyé à la recherche. Madame la ministre, chère Annick Girardin, bonjour et merci. Ça commence à l'instant, j'ai juste dit bonjour. On est dans le cadre d'une grande manifestation internationale, de portée internationale, et c'est vraiment l'occasion de souligner l'importance du travail des scientifiques et du travail de la recherche, parce que sans recherche et sciences scientifiques, on ne peut pas prendre de décisions argumentées, intelligentes, rationnelles. Donc à une période où on voit beaucoup de discours qui prolifèrent à droite et à gauche, je pense que c'est important de rappeler ça, et ce prix Engie y contribue à son échelle. Nous vivons une ère de bouleversement climatique, je pense qu'Alain Bougrain-Dubourg saura y revenir, qui nous invite à penser les relations entre science et société, entre les sociétés humaines, entre l'environnement, avec la science aussi. L'humanité, au cours des millénaires, a modifié ses habitudes. Nos ancêtres, il y a 20 000 ans, vivaient dans un contexte glaciaire, et puis on est passé à un interglaciaire. Enfin, ils ont traversé différentes époques, ils se sont adaptés. Ceci dit, les transitions étaient moins brutales que celles de franchir le seuil du dôme de la biodiversité, là. Donc, on a su survivre à beaucoup de choses, mais maintenant, il est évident que les pressions exercées sur la planète sont devenues trop importantes. Début août, on se rappelle, et je vais être très bref là-dessus, le GIEC a publié un rapport qui était franchement alarmant. Ce n'est pas le premier qu'il publiait. Bon, chaque fois, la sonnette d'alarme est tirée de manière un petit peu plus vigoureuse. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que grâce à la recherche et aux scientifiques, finalement, on constate l'acuité croissante des effets du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité sur nos environnements et donc sur le fonctionnement de nos sociétés. C'est une question qui requiert une approche pluridisciplinaire. Et cette approche pluridisciplinaire est le point de départ du prix de la Fondation Engie, décerné, ce qu'on appelle les talents de la recherche au Musée de l'Homme, qui est décerné à de nombreuses disciplines. Et nous sommes associés avec la Fondation Engie, qui est un grand mécène du muséum depuis maintenant plus de 20 ans. Merci à Philippe Perra, je le vois plus, ça y est, il est caché derrière les branches. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Donc ça fait plus de 20 ans que la Fondation accompagne le muséum, et depuis 2017 à travers ce prix de la Fondation. Ça permet d'attribuer une bourse annuelle à des chercheurs qui travaillent sur des thématiques en lien avec le Musée de l'Homme, qu'on a même élargi à l'ensemble du muséum. On a élargi la thématique du prix bien au-delà de la question thématique, qui reste bien sûr présente, mais on l'a élargi plus largement aux relations entre société et changements environnementaux. Alors, derrière ça, c'est aussi une façon pour le muséum de nouer des relations entre des entreprises et un établissement public comme le muséum. Et c'est très important de tracer, de dessiner ce dialogue avec les entreprises. Parce que les entreprises ont un pouvoir économique, elles ont un pouvoir d'action, elles ont un pouvoir décisionnel, et elles ont l'avantage, par rapport à des structures publiques, voire des structures gouvernementales, cher Annick, quand elles ont décidé quelque chose, elles peuvent le faire assez vite. Et donc ça, c'est un véritable avantage. Et on l'a bien vu avec ce prix de la Fondation Engie. Donc elles sont là aussi pour influencer les politiques environnementales, pour les faire changer elles-mêmes dans leurs pratiques, et puis pour les influencer à d'autres niveaux. Alors je voudrais aussi remercier mon ami Alain Bougrain-Dubourg, de la Ligue de protection des oiseaux, président de la Ligue de protection des oiseaux, pour sa fidélité au muséum, au prix de la Fondation Engie, sa participation au jury, qui a la tâche toujours difficile chaque année de départager des projets qui sont tous de grande qualité. Et puis, je voudrais saluer Philippe Perra, il est caché, puis il dit rien. Monsieur Perra, je suis en train de parler de toi. Hein? Je voudrais saluer évidemment Philippe Perra, délégué général de la Fondation Engie,
et toutes ces équipes pour leur soutien, leur confiance, une confiance qui vient d'être renouvelée pour un nouveau contrat, entre guillemets, de 3 ans avec le Muséum, ce qui est formidable, ce qui va nous donner du travail au niveau du jury. Puis je remercie tous les membres du jury, et je remercie bien sûr les lauréats, mais on aura le temps de les prendre un par un et d'analyser leurs projets un petit peu un par un, et vous verrez qu'ils sont nombreux et que les projets sont vraiment de qualité. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long. Alors, pour commencer, je voudrais rendre hommage au professionnalisme de la Fondation NJ. Sur les 11 000 mètres carrés de cet espace UICN, c'est le seul endroit où on a réussi à recomposer le climat qu'on va connaître dans 3 ans. C'est un travail admirable, c'est presque scientifique. Je voudrais remercier le président du Muséum national d'histoire naturelle. On s'était mis d'accord pour qu'il ne dise pas l'essentiel. Il n'a pas tenu sa parole, je suis obligé de l'admettre. Est-ce qu'on peut faire confiance aux scientifiques? C'est la question qui se pose. Non, plus sérieusement. Qu'est-ce qui s'est dit hier d'essentiel, qui a été martelé par le président de la République, et c'est un signal fort, que désormais on devait conjuguer le climat et la biodiversité. J'en parlais avec Nicolas Hulot, c'est un vœu pieux que l'on porte même depuis 1992 au sommet de la Terre de Rio, où déjà on en parlait. On peut espérer que dès lors, cette volonté se mette en œuvre avec des effets particuliers. Ce n'est pas simplement « ah bah oui, la biodiversité c'est aussi important que le climat », non. Quand on a un engagement politique qui peut impacter le climat, on s'interroge, on analyse et on réagit en conséquence. Et bien de la même manière, quand on aura un engagement politique qui peut impacter la biodiversité, il faudra en tenir compte. J'ai relevé parmi les propos d'hier une déclaration admirable de Christine Lagarde qui disait que globalement, si la planète était maltraitée, l'économie le serait également. Elle a vraiment très clairement marqué la nécessité du respect du vivant qui nous entoure. Je crois qu'on crante un peu l'espoir du futur. Et voyez-vous, sans être trop long, dans ces stands, on a un sentiment partagé, parce que de schizophrénie, j'ai envie de dire, à la fois, on voit cette biodiversité affichée partout, agonisante, dont on n'arrive pas à stopper le déclin. Et en même temps, avec la même énergie, on voit qu'il y a des initiatives admirables pour tenter de changer les choses. Alors, sans être trop long, il y a un mot que j'ai apprécié, qui était initié par Nicolas Hulot, le mot de la transition écologique. Aujourd'hui, pardonnez-moi de vous dire que je crois qu'il est dépassé. On n'est plus dans la transition, on doit être dans l'action. Madame la ministre, pardonnez-moi de profiter de la situation, mais au fond, je suis un peu dans mon rôle. On ne peut plus admettre que 8000 dauphins cette année soient retrouvés morts sur les plages de l'arc atlantique parce qu'ils sont pris dans les filets des pêcheurs. Les pêcheurs l'ont compris, les pêcheurs en souffrent, les pêcheurs sont d'accord pour qu'on envisage des compensations économiques ou d'autres modèles de pêche. Il faut que l'année prochaine, on en ait fini. Ne faisons pas comme avec les tourterelles, la glu et tout ça. C'est le Conseil d'État et l'Union européenne, avec la Cour européenne de justice, qui ont imposé à la France de se mettre en conformité. Donc voilà, je me permets, c'est vrai que Bruno David a été un peu long, je voudrais être tellement plus long également sur ce chapitre, mais je crois qu'on s'est compris. Franchement, Madame la Ministre, on compte sur vous, on est dans l'urgence. Alors, l'urgence, c'est aussi de satisfaire les scientifiques qui sont là. Je voudrais vous dire combien il est difficile, tous les jurys disent ça, mais c'est vrai, il est difficile de sélectionner tant il y a de talent parmi les scientifiques du Muséum. Je rappelle, parce que Bruno David ne l'a pas fait, il n'a pas tout dit, il y a 600 chercheurs au Muséum, c'est une maison admirable, et donc à chaque fois c'est un bonheur de se retrouver pour apprécier vos dossiers et les récompenser comme il se doit. Alors, on commence. C'est toi qui commences. C'est moi qui commence. Alors, il faut que... Par O, Z.
Voilà. Alors, le premier projet, voilà, cette année, c'est OpZ. C'est un projet qui nous plonge aux origines du genre Homo, qui est... voilà, vous venez, hein, qu'on vous voit bien. Voilà. Et durant cette période, l'émergence du genre Homo et celle de nos cousins, les paranthropes, s'accompagne d'un changement progressif du climat. Les données dont sont issues nos connaissances sur le sujet viennent de deux zones différentes. Et vous allez essayer d'établir un lien, si le lien existe, entre ces deux zones. C'est intéressant parce que on a compris comme ça, revisiter le passé comme vous le faites, comment réussissez-vous à le faire? Ben, ça nous éclaire évidemment pour le quotidien, on a besoin de cet enseignement. Donc au nom de la Fondation NJ, je vous remets le premier trophée. Voilà, et on vous applaudit. Et vous allez nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter le projet, si vous voulez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous souhaitons tout d'abord adresser tous nos remerciements à la Fondation NJ et au jury du prix Talent de la Recherche au Musée de l'Homme, qui nous a fait l'honneur de nous avoir sélectionnés donc, afin de mettre en œuvre ce projet, qui s'appelle le projet OPS, intitulé Homininés du Pléistocène et Paléoenvironnement au Zimbabwe. Donc, Raphaël Hanon étant actuellement en Afrique du Sud, je vais vous présenter en nos deux noms brièvement ce projet. Donc, la période comprise entre 3,5 et 1 million d'années est une période charnière dans l'histoire évolutive de l'humanité. On observe au cours de cette période un changement du climat global, donc déjà à cette période-là, avec une aridification progressive des environnements à partir de 2,8 millions d'années en Afrique, entraînant déjà des modifications dans le registre de la flore et de la faune. Donc, il y a déjà une relation entre climat et dégradation de la biodiversité en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Donc on peut notamment noter l'apparition de nouveaux taxons, tels que les chevaux, donc ils sont apparus il y a 2,8 millions d'années, et la disparition d'autres taxons, tels que les cochons forestiers, pour la faune, et également pour la flore. On peut noter une augmentation des graminées et une disparition des zones forestières en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. C'est également au cours de cette période que l'on constate une diversification des homininés, avec donc l'émergence de notre genre, le genre Homo, à 2,8 millions d'années, et avec la présence d'espèces à la fois en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Et également l'émergence de nos cousins, qui sont souvent méconnus, qui s'appellent les paranthropes, appelés avant Australopithèque robuste, avec une espèce endémique en Afrique du Sud et deux espèces en Afrique de l'Est. Cette période témoigne également de changements comportementaux majeurs, excusez-moi, c'est un peu coupé, avec la présence des premiers outils, il y a 3,3 millions d'années, et les premiers indices de traces de boucherie sur des os de grands mammifères. Donc toutes ces données proviennent de deux grandes régions majeures, donc l'Afrique de l'Est, qui est très bien datée et bien contextualisée, et l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, qui est une région importante mais encore mal comprise. Et donc sur ces données de terrain étant encore très parcellaires, excusez-moi, il est difficile de mettre en relation ces deux grandes zones géographiques. Donc, sur la base du constat de l'absence de données liant ces deux grandes zones géographiques, nous avons décidé de mener une mission de prospection archéologique et paléontologique au Zimbabwe, qui est un pays au contact de ces deux régions majeures. Donc, ce pays, dont la partie nord constitue une extrémité de la vallée du Rift, donc l'extrémité sud de la vallée du Rift, a un potentiel important, car il combine des caractéristiques géomorphologiques à la fois de l'Afrique de l'Est et à la fois de l'Afrique du Sud. Donc notre mission a pour documenter ces relations en menant pour la première fois des prospections dans deux zones, je ne sais pas si vous voyez bien, du Zimbabwe. Dans l'une, c'est le Moshonaland, au nord, où se situent des terrains calcaires similaires à ceux de l'Afrique du Sud, et dans une autre zone qui se situe au sud du Zimbabwe,
dans le Gozanovo National Park, où là, les environnements sédimentaires sont très proches de ceux de l'Afrique de l'Est. Donc les objectifs de ce projet sont de caractériser les dynamiques biogéographiques et de peuplement des faunes de grands mammifères, mais également des hominines, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, en lien naturellement avec la diversité biologique, les adaptations culturelles et les changements environnementaux, et également de fournir un cadre sédimentaire, chronostratigraphique et géologique de terrains encore inconnus au Zimbabwe. Donc, dans le cadre de ces missions, nous développerons une approche interdisciplinaire de données issues à la fois de la taphonomie, de la paléanthropologie, de la géologie, de l'archéologie et de la paléontologie. Donc, dans ce cadre, on a constitué une équipe de chercheurs pluridisciplinaires et internationales, donc composée de Raphaël Anon, donc qui ne peut être avec nous aujourd'hui, taphonomiste, Laurent Bruxelles, géologue, Seke Katatsumanga et Ansila Nango, qui sont archéologues, Brigitte Cohen, paléontologue, et moi-même, paléanthropologue. Donc je souhaite, au nom de toute l'équipe, vous remercier pour votre écoute et encore une fois la Fondation NJ pour nous donner l'opportunité de développer ce projet interdisciplinaire au Zimbabwe, donc comme vous l'aurez compris, sur du temps long, ou même dans le cadre du temps long, il y a des données sur la relation entre hominines et environnement. Merci beaucoup. Madame la ministre, je vous laisse la parole pour quelques instants, si vous le souhaitez, pour nous dire quelques mots, vous libérer, puis après on passera. Attendez, vous oubliez votre trophée. Une Vénus de l'Espugue, alors c'est pas l'authentique. Hein. Prenez-en soin. Alors bonjour à tous, je suis très heureuse d'être à vos côtés et de participer effectivement ou être un grand témoin de l'initiative qui continue entre NJ et Respect Océan et qui permet effectivement dans son action, donc c'est vous étiez à côté de moi, qui permet dans son action d'aller beaucoup plus loin sur les sujets de préservation. Je suis ministre de la Mer depuis maintenant 1 an. C'est la volonté du président Emmanuel Macron. Jamais facile d'arriver à la fin d'un quinquennat et de se retrouver à la tête d'un ministère où il faut créer sa place. En clair, on vous balance sur un échiquier où il faut trouver une petite place. Puis après, il faut écarter un peu pour la trouver. Donc, je pense que c'est pas pour rien que mes 8 années d'expérience de ministre m'ont porté ou ont permis au président de choisir de me donner ses clés, mais c'est aussi parce que j'ai été secrétaire d'État au développement et à la francophonie. J'ai travaillé sur la question de la COP21. J'étais celle qui, quelque part, faisait le pont ou le lien avec les États insulaires qui allaient être ceux qui allaient le plus souffrir du dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a la question des océans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit on ne pourra pas tout traiter en même temps et qu'il y a des choix qui sont faits. Très heureuse aujourd'hui de voir, et surtout depuis hier, de voir que le président de la République a souhaité, avant la rencontre à Lisbonne des Nations Unies, d'organiser un grand rendez-vous sur les océans. D'abord parce que ça donnera l'occasion à la France de poser ou de faire entendre sa voix sur ces grands sujets. C'est extrêmement important pour moi. Bien entendu, on va bien au-delà du sujet qui est le vôtre, ou du moins, je fais une petite aparté sur les océans, parce que malgré tout, c'est mon boulot. Et oui, j'ai bien entendu votre interpellation sur la question des dauphins, et que oui, ça ne laisse personne indifférent, ce drame qui touche les dauphins et qui, souvent, est le résultat d'accidents ou entre pêcheurs et ce dauphin qui peut être emmené dans les filets. Quand je suis arrivée, soit j'intervenais directement comme ça m'a été demandé, c'est-à-dire on fait des fermetures sur un certain nombre de périodes, soit j'ai fait ce que j'ai décidé, c'est-à-dire je vais comprendre. Je vais comprendre et je vais faire avec. Alors c'est vrai que je me suis donné 2 ans pour avoir plus de connaissances, c'est essentiel, et vous savez tous combien la connaissance est essentielle quand on fait des choix politiques. On allait mettre pendant 2 ans tous les outils en place, que ce soit les caméras embarquées à bord, les observateurs, les outils de pêche qu'il nous faut changer l'année prochaine, enfin tous les efforts que l'on peut faire avec les pêcheurs volontaires pour le faire, et voir si on a un impact suffisant.
Et si l'impact n'est pas suffisant, j'ai pris l'engagement, avant la fin de ce quinquennat, sinon c'est facile, c'est pour les autres, d'aller plus loin et de passer à l'étape de fermeture, si nécessaire, sur des périodes. Mais rien n'avait été fait pendant des années. Je crois qu'il fallait donner la chance aux acteurs de travailler tous ensemble. Ça n'a pas été compris par tout le monde, mais ça a été mon choix et je l'assume. J'ai cette habitude de travailler avec tous les gens du terrain, et il faut continuer à le faire comme ça si on veut porter tous ensemble. Vous savez, seul, on va très vite. Mais ensemble, on va aller beaucoup plus loin et plus sûrement. Et donc, ensemble, Engie et vous, madame, eh bien, vous allez nous permettre de mieux comprendre les choses et d'avoir des actions particulières qui viennent faire qu'on aura un océan soigné parce qu'il est malade. C'est une urgence d'arriver sur ce traitement. Et oui, on ne doit pas dissocier la question du climat et des océans, ou du climat et de la biodiversité, et donc de l'océan, qui est d'ailleurs à une intervention ou une action ou des solutions sur les deux. Et c'est essentiel qu'on continue à le faire comme ça. Et moi, je suis ravie qu'on ait ce rendez-vous, je l'espère, avant la fin de l'année sur les océans. Et je vous invite tous à nous dire ou à nous faire part de vos idées de qu'est-ce qu'on met dans ce grand rendez-vous océan. En quoi ça va être utile pour faire avancer un combat que vous menez les uns et les autres, qui va se concrétiser très certainement à Lisbonne en mai-juin 22. Enfin, je ne sais plus si c'est mai ou juin d'ailleurs. Enfin bon, avant l'été 22. Donc on est bien sur cette dynamique-là. Moi, je serai toujours à votre écoute. Et puis on fera une sélection des différents thèmes qui seront abordés. Depuis hier, partout, on me dit alors, quand est-ce qu'on vient et qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Eh bien, voilà, je voudrais vous dire merci à tous les deux de participer à ce grand travail sur la sauvegarde de nos océans. C'est pour nous tous, c'est pour l'humanité que nous le faisons et que vous le faites surtout. On fait une photo. Raphaël, un petit mot peut-être ? Oui, voilà. Juste un petit mot. Déjà, je voulais vous dire, je suis contente de vous rencontrer et d'avoir le plaisir de partager ce moment avec vous. Je fais partie des fans qui se sont tous réjouis d'avoir un nouveau ministère de la mer. Je suis parmi les plus vieux d'entre vous maintenant. J'avais même eu la chance d'être adoubée par Monsieur Le Pinsec sur la plage de la Baule au moment d'une compétition. C'est la référence. Et donc, voilà, je pense que le chantier est immense. Et effectivement, la mer touche plein d'autres activités, plein d'autres ministères, et c'est extrêmement complexe et un superbe challenge, ce ministère. Donc longue vie au ministère de la mer, et on sera bien entendu avec vous, et on se réjouit d'avoir pu créer des relations de confiance avec l'association dont je m'occupe, qui s'appelle effectivement Respect Océan, et qui est une association qui a pris son envol depuis quelques années grâce à une déléguée formidable, et qui aujourd'hui lance officiellement, avec le soutien de la Fondation Engie, le programme Biodiversité marine et côtière et économie. Donc Respect Océan, en fait, c'est une association d'entreprises de la mer qui sont, par leurs activités liées à la mer, quelquefois un peu plus lointainement, puisqu'on a aussi des gens qui font de l'emballage, mais qui ont pris conscience que quelque part tout se terminait en mer. Et donc on essaye d'avancer pour trouver des solutions, pour avancer sur les bonnes pratiques, pour faire partager et aussi profiter de cet ensemble d'écosystèmes de gens qui tournent autour de la mer. Donc merci aussi aux chercheurs. Bon, je suis une jeune thésarde, donc je connais bien aussi ce milieu. Et je me réjouis aussi de voir que, par exemple, dans le milieu de la recherche, à une certaine époque, c'était un sujet tabou de parler de partenariats privés-publics, et notamment dans le milieu de la recherche. Et là, je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui va vers ça. Et tant mieux si les laboratoires de la recherche s'ouvrent, et tant mieux si les entreprises peuvent aussi créer des partenariats fructueux. Donc ce prix de la Fondation Engie, je crois qu'il est vraiment important. Et bonne chance à vous pour continuer toutes ces recherches qui sont passionnantes et dont on a absolument besoin. Merci encore à vous, et merci la Fondation Engie pour tout ce que vous faites. Alors j'ai juste oublié de remercier très rapidement, bien sûr, de remercier le Muséum national d'histoire naturelle. Vous savez, j'étais au secrétariat d'État au développement et à la francophonie.
à la fonction publique, 3 ans à l'outre-mer, maintenant aux océans, et je vous ai toujours trouvé à mes côtés. Donc un grand merci, parce que vous faites avancer l'ensemble des sujets avec ceux qui veulent bien y travailler. Je voulais vous dire un petit merci, parce que voilà, ce partenariat, on a toujours su le poursuivre, parce que le combat, il est sur tous les terrains. Alors on fait 2 photos, vous arrivez là. J'ai le plaisir d'annoncer le deuxième prix. Alors il n'y a pas d'ordre de priorité, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, hein. C'est simplement un ordre aléatoire, hein. Donc Sandrine, pas parce que c'était le premier des prix annoncés que c'est le meilleur, hein. Il n'y a pas de hiérarchie entre les prix, il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est le prix Imagarbre, qui est un projet vraiment très intéressant parce qu'il confine à l'imaginaire. Et ce qui prouve aussi qu'au muséum, on est capable de poésie. Et que parfois, des chercheurs sont capables de poésie, mon cher Alain. Il n'y a pas que les ONG qui sont capables de poésie. Et donc, plaisanterie à part, non. Très, très chère Anne-Caroline, qui va recevoir ce prix, Anne-Caroline Prévost, c'est un projet qui essaye de voir comment dans l'imaginaire collectif, quelle idée se fait-on des arbres. Je ne vais pas déflorer complètement son sujet, mais c'est un petit peu ça. Donc on voit bien qu'on est à la charnière entre la biologie, botanique, des arbres, avec des noms latins, éventuellement compliqués, voire imprononçables, et puis les représentations qu'on peut s'en faire dans différents contextes, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient non urbains. Donc comment tout cela se fixe aussi dans notre imaginaire, comment cela évolue dans notre imaginaire, et ça rejoint d'autres études qui ont été faites d'ailleurs par Anne-Caroline sur les personnages de Disney et le nombre d'espèces dans les dessins animés de Disney qui étaient en décroissance. Donc je retrouve un petit peu l'esprit de cela. Je ne vais pas être plus long et je te passe tout de suite la parole, chère Anne-Caroline, pour nous présenter ton projet. Merci Bruno. Donc je ne le fais pas toute seule, évidemment, ce projet-là. Je travaille avec Axel Grégoire, qui va devenir maman à peu près dans un mois et qui n'a pas pu se déplacer vu son état biologique. Donc toutes les deux, on remercie vraiment beaucoup à la fois le Muséum et la Fondation NJ pour le soutien et l'intérêt qu'ils ont porté à notre projet, qui est un projet, comme l'a dit Bruno, assez bizarre. Donc pourquoi Axel, hein? Pourquoi c'est Axel qui a porté ce projet principalement? Axel, elle est architecte, et avec Alexandra Arène et Frédéric Aitouati, elles ont écrit un manuel de cartographie potentielle qui s'appelle Terraforma et qui est un des ciments de ce projet-là. Actuellement, Axel est en thèse de doctorat au Muséum d'histoire naturelle et elle explore les différents imaginaires de l'arbre urbain qui sont mobilisés dans des projets de réaménagement des villes. Alors, je ne sais pas, ouais, on peut passer la deuxième diapo ou c'est moi qui passe les diapos? Non, en fait, c'est celle d'avant qu'il faut passer. Ouais. Oui, voilà, c'est tout. Ouais. Donc, en fait, avant de commencer à présenter le projet, je voudrais vous demander qu'est-ce que c'est qu'un arbre urbain pour vous? Est-ce que c'est qu'un tronc, un arbre urbain, un tronc? Est-ce qu'il y a des feuilles? Est-ce qu'il y a des branches? Est-ce qu'il y a des racines? Pas sûr. Est-ce que c'est un être vivant? Est-ce que c'est un être libre? Est-ce que c'est un être qui interagit avec d'autres êtres? Voilà. C'est exactement ces questions-là qu'on pose dans ce projet-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, en fait, effectivement, dans les sociétés occidentales, notamment en France métropolitaine, nos modes de vie ont tendance à nous éloigner de la nature au quotidien. Ce qu'on appelle des expériences de nature. Nos expériences de nature, elles se raréfient et elles se modifient. Or, pourtant, la nature, elle est fortement encouragée pour être intégrée dans les nouveaux projets d'aménagement urbain, mais le plus souvent à des fins utilitaristes, pour améliorer la qualité de vie des citadins, donc par réduction des îlots de chaleur, en limitant les inondations, pour de la restauration psychique ou pour de l'esthétique urbaine aussi. Et dans ce cadre, l'arbre, en tant que symbole, il est quelquefois, depuis quelques années, magnifié, comme symbole d'une reconnexion possible avec la nature. Alors, pour exemple, on peut voir les expositions récentes, par exemple, Nous les arbres à la Fondation Cartier, le succès des bains de forêt, le succès des livres de vulgarisation scientifique, donc par exemple La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, mais aussi les best-sellers romancés comme L'Arbre-Monde de Richard Powers et l'essor des chantiers de plantation participative en ville. Et donc la question que nous nous posons dans ce projet, c'est la suivante. Est-ce que l'arbre pourrait devenir le nouveau référentiel ou un nouveau référentiel pour redéfinir nos relations au vivant, mais aussi au monde, aux autres, à l'espace et au temps? Diapo suivante, s'il vous plaît.
Merci. Donc pour ce faire, on va proposer un processus en 3 étapes qui sont toutes liées au dessin et à la représentation graphique, ici de l'arbre. Donc d'abord, nous allons explorer et caractériser la place et la forme de l'arbre urbain dans les imaginaires culturels dominants. Donc on a choisi de se concentrer sur les blockbusters de science-fiction et sur les livres illustrés pour enfants. Donc cette étude, ça prendra la forme d'analyse de corpus et on va construire nos grilles d'observation à partir de critères qui viennent de l'écologie scientifique, mais aussi de l'art du dessin. Dans un deuxième temps, on va qualifier et dessiner ou faire dessiner des arbres urbains types pour 4 grandes catégories d'acteurs dans la ville. D'abord les aménageurs, que ce soit des architectes ou des paysagistes, les professionnels de la filière arbre, qui sont souvent oubliés, ceux qui vendent les pépiniéristes, mais les élagueurs aussi, les écologues urbains, donc ces scientifiques qui parlent de biodiversité en ville, et puis les habitants et les habitantes des villes, évidemment. Donc ça passera par des entretiens et des mises en dessin de ce que nous auront dit nos interlocuteurs et interlocutrices, pour faire potentiellement, si on y arrive, un espèce d'herbe, comment on dit, quand il y a oh zut, peu importe. Voilà. Une forêt, oui, mais enfin un truc artistique. non, c'est des, bon, peu importe. La troisième, c'est qu'on va concevoir une installation artistique immersive d'un arbre urbain, mais un arbre urbain qui ne sera pas un arbre tel qu'on l'imagine maintenant, mais qui va être installé et conçu par Axel à partir des imaginaires recensés lors des 2 premières phases. Donc on ne sait pas du tout, évidemment, quelle forme va prendre cette installation, parce qu'on veut rester ouverte à tout ce que nous diront nos interlocuteurs et interlocutrices, donc dans les 2 premières phases du projet. Mais on ne part pas de rien, parce que Axel a déjà réalisé des créations artistiques, elle a réalisé des ateliers participatifs, des mises en carte, des mises en espace, qui permettent de décentrer le regard et de pas parler d'un regard tel qu'on imagine. Donc ce ne sera évidemment pas un arbre comme vous l'imaginez. Oui, j'ai fini. On prévoit aussi de collaborer avec 2 autres artistes, donc Étienne Saglio qui est magicien, et puis une photographe, Léa Bourdin, qui a fait des projets autour de l'arbre là-dessus. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc notre perspective est évidemment ensuite de pouvoir monter cette installation immersive dans un ou plusieurs lieux. Et nous aurons alors conçu une grille d'observation et d'entretien pour explorer comment visiteurs et visiteuses s'approprient cette installation et comment celle-ci leur permet ou pas de transformer leur regard et leur relation avec l'arbre. On explorera aussi ces modalités transformatrices de l'arbre et de son image à 3 niveaux, donc l'individu, le collectif, la ville, mais aussi la nature, l'arbre, mais aussi les autres éléments de nature et les relations que tous ont les uns avec les autres. Donc ce travail, c'est un projet exploratoire qui relie art et science dans une perspective de transformation sociale et écologique. Et donc nous sommes très touchés et reconnaissantes à la Fondation NJ de nous accompagner dans un projet sans savoir vraiment où on va. Voilà, merci. Anne-Caroline, alors ça peut presque ressembler à un arbre. C'est une affaire d'imagination. Cher Alain, je te laisse la parole pour le prochain prix. Alors, le 3e projet à être récompensé cette année est un projet qui s'appelle Transition, porté par Samuel Pavard et Emmanuel Cohen, qu'on applaudit. Samuel et Emmanuel, votre projet porte sur un sujet tout à fait passionnant, puisque Transition s'intéresse aux effets que peuvent avoir des modes de vie urbains sur la mortalité adulte sur le continent africain. Vous allez développer tout ça, et notamment vous êtes attardé au Sénégal. L'objet de transition que vous portez consiste par l'analyse de données démographiques, épidémiologiques, socio-anthropologiques, à évaluer comment une telle mutation des modes de vie agit sur la santé globale des populations sénégalaises. Je ne vais pas développer, je vous laisse le faire, vous le ferez avec davantage de compétences. En tout cas, vraiment, le jury a été enthousiasmé par votre démarche qui est d'actualité. Merci. Bonjour à tous. Donc Samuel et moi-même, on veut déjà évidemment remercier la Fondation NJ pour son intérêt qu'elle porte de manière générale pour les sciences de l'homme, au Musée de l'Homme, et les sciences de l'homme en général. Et c'est un plus pour nous. On est très content que notre projet ait retenu l'attention, comme vous venez de nous le dire. Et on aime beaucoup cette interaction justement avec
des sphères extérieures au musée de l'homme. Ça permet de dynamiser notre recherche et d'être constamment en contact permanent avec le monde extérieur au musée de l'homme qui s'intéresse à nos recherches. Donc en fait, le projet de transition, c'est un projet qui porte tout simplement sur le point de départ, l'urbanisation. Donc l'espèce humaine est dans une nouvelle étape. Elle a longtemps vécu dans une relation avec la nature, entre guillemets, plus proche, ou en tout cas plus soumise aux effets de la nature. Et l'urbanisation reconfigure plus ou moins ces réalités. On ne va pas quitter la nature, mais en tout cas, on la négocie autrement. Et ça a des conséquences progressives sur la santé des populations. On parle d'une transition urbaine, une transition environnementale vers l'urbanisation. Donc le milieu urbain est un environnement à considérer comme n'importe quel autre environnement, n'importe quel autre biotope. Et donc, du coup, quelle est la spécificité de cet environnement? C'est qu'il crée une transition des modes de vie, notamment sur le plan nutritionnel, un changement alimentaire, des changements d'activité physique, une alimentation plus grasse, plus abondante, et une sédentarité qui augmente avec le développement des transports et de la motorisation de la vie quotidienne. Et tout ceci est relié avec, évidemment, l'évolution des maladies, sur le plan épidémiologique, des maladies chroniques qui émergent, notamment des maladies cardio-métaboliques, et ceci va de pair avec une transition démographique, donc les profils de la structure des populations qui changent, et notamment sa mortalité. Et la question qu'on se pose, c'est finalement, quand on arrive en ville, quand on s'installe en ville, quand on s'adapte en ville, est-ce que lorsque je suis un adulte d'âge moyen, est-ce que je suis en meilleure santé, ou peut-être en moins bonne santé, que quelqu'un qui est toujours en zone rurale? Voilà pourquoi c'est intéressant de travailler au Sénégal. C'est un pays en transition et qui vit donc cette dynamique de changement des modes de vie. Ah, on n'a pas fini. Oui. Donc je prends la parole. Emmanuel est anthropologue, donc il vous a donné le contexte anthropologique de la question, et moi je suis démographe. Et c'est effectivement une question qui intéresse beaucoup les démographes à l'heure actuelle, notamment parce qu'une série d'études récentes ont montré que dans les pays émergents, vous avez ici le cas de l'Indonésie, finalement, aux âges adultes, on survit mieux à la campagne qu'aux villes. Et la question que nous sommes posée, c'est qu'en est-il de l'Afrique subsaharienne ? Afrique subsaharienne, pour laquelle on sait qu'il y a une prévalence des problèmes nutritionnels très importants, comme vous pouvez voir sur la carte en rouge, qui sont des données d'un rapport de l'OMS. Et Afrique subsaharienne, pour lesquelles finalement on connaît très peu la mortalité des adultes, on connaît presque rien, tout simplement parce qu'on oublie souvent que les pays africains, beaucoup de pays africains, n'ont pas d'enregistrement des décès par l'état civil. Donc finalement, la connaissance de la mortalité ne peut passer que par des enquêtes. Et donc cette étude va se centrer sur un pays, le Sénégal, et notamment sur 4 aires géographiques, 3 populations rurales, vivant dans des environnements ayant des systèmes agraires différents et différents types de populations urbaines à Dakar. Donc pour cela, nous allons utiliser les données de l'Observatoire démographie, santé, environnement du Sénégal, qui est une base historique du muséum, puisqu'elle a été mise en place dans les années 70-80 par le professeur Gilles Prison, et qui est maintenant l'un des plus grands registres démographiques longitudinales d'Afrique. On va aussi utiliser une nouvelle enquête de l'état civil de Dakar sur les causes de mortalité dans cette ville, et nous allons recueillir des données sur les pratiques alimentaires de ces différentes populations par des enquêtes socio-anthropologiques. Et à partir de ces données, nous allons analyser les liens entre habitat, nutrition et mortalité par âge et par cause de décès, et notamment en essayant de contraster la mortalité par les maladies infectieuses, par les maladies cardiovasculaires, cardiométaboliques et les cancers. Et ensemble, ces analyses vont nous permettre de mieux estimer ce qu'on appelle le double fardeau de maladies chroniques post-industrielles, qui sont grosso modo les maladies supposées de l'adulte en ville, et les maladies pré-industrielles infectieuses, qui sont supposées les maladies des enfants à la campagne. Et donc, de mieux nous permettre de comprendre l'articulation entre ces transitions, et permettre aussi d'aider à la définition des politiques publiques de santé avec les autorités de Dakar.
Évidemment, c'est un projet collaboratif qui inclut aussi des partenaires de l'INED et de l'INSERM et qui inclut une thèse qui va débuter prochainement de Lucie Van Hout, financée par l'initiative Humanité Biomédicale de Sorbonne Université. Voilà, donc je vous remercie à tous de votre attention et bien entendu, je remercie aussi la Fondation ENGIE pour nous permettre d'avoir ce financement. Mais moi, je vais être au chômage après. J'en donne qu'une. 15 jours chacun. On partage, c'est comme les enfants. Alors pour terminer sur l'ensemble des prix 2021, il y a un projet que le jury a également beaucoup aimé, encore une fois sans aucune hiérarchie entre les prix, qui est le projet qui s'appelle Landes. Et Landes, c'est un projet qui porte sur les Landes du Cotentin, de la région de la Hague, si j'ai bien retenu. Alors qui est une région que j'aime beaucoup, non pas parce que j'en suis originaire, je ne suis pas normand, mais c'est une région où je me suis beaucoup promené et où effectivement on voit ces Landes et on sent très très bien dans ce type de paysage l'interaction entre la nature et l'homme, les phénomènes d'anthropisation, c'est-à-dire qu'on a un paysage qui est... on sent qu'il y a une forme de domestication, entre guillemets, des environnements par les activités humaines, et en même temps, on est en contact avec une nature qui est encore vivante par elle-même. Et cette interface est vraiment particulièrement intéressante. Elle est particulièrement intéressante dans cet endroit ce Cotentin avec son climat rafraîchissant, même dans les années qui viennent, j'espère. Et donc, je vais tout de suite vous laisser la parole pour ne pas être trop long, parce qu'on est en train de consommer beaucoup d'énergie et essayer de rafraîchir un organisme autour de 37 degrés. J'ai oublié de dire que c'était Richard Raymond qui venait présenter son... Je suis vraiment désolé. Ça doit être la température qui atteint mon cerveau, là. Donc, je vais me présenter, je suis Richard Raymond, donc je suis chercheur au CNRS, hébergé. Vous savez que le CNRS, c'est un coucou qui pose ses œufs dans différents laboratoires. Donc, je suis chercheur au CNRS, hébergé au laboratoire éco-anthropologie au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je vais vous présenter le projet Landes au nom d'une équipe paritaire. On est autant de garçons que de filles, on est autant de vieux que de jeunes. Alors, je ne dirais pas l'âge de scission entre jeunes et vieux, parce qu'il y en a qui vont se fâcher. Mais on est aussi des scientifiques et des acteurs de terrain. Alors parmi les scientifiques, j'ai mon collègue Richard Dumez ici qui fait partie de notre projet. Avant de vous présenter le projet, je voudrais bien sûr remercier la Fondation ENGIE pour nous permettre de travailler. Je voudrais remercier la Fondation ENGIE, mais aussi toutes celles et tous ceux qui travaillent derrière la Fondation ENGIE, qui travaillent au muséum et qui font plein de petites choses sans lesquelles... nous, chercheurs, on aurait aussi beaucoup de mal à travailler. Donc je pense aux chargés de mission, je pense aux secrétaires, je pense aux techniciens, je pense à tous ces gens-là qui parfois passent inaperçus, mais qui aident chacun d'entre nous à travailler. Voilà. Alors ce projet vise à comprendre les fondements cognitifs et pratiques de la gestion conservatoire d'un milieu original. Les Landes littorales sur le Cotentin. Donc vous le savez, ça a été dit par Alain Bougrain-Dubourg, ça a été dit par Bruno David, ça a été dit, je pense, par à peu près tout le monde ici à Marseille en ce moment. La quasi-totalité de la surface terrestre est affectée, modifiée par les activités humaines. La période qui caractérise cette empreinte humaine globale a été nommée Anthropocène. Alors les spécialistes se chamaillent encore pour comprendre l'amplitude temporelle et fonctionnelle de cette période, mais ce que nous pouvons retenir, c'est que la conservation de la nature et de la biodiversité ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de la prise en compte des sociétés humaines. Cela ne veut pas dire que la part sauvage du monde, comme la nomme la philosophe Virginie Maris, a disparu. Non. Il existe encore, fort heureusement, des processus, des entités qui ne doivent rien à l'existence humaine, rien à l'homme, et c'est sans doute tant mieux. Cependant, dans de nombreux pays, dans de nombreuses situations, dans de nombreux espaces, cette part sauvage du monde est intriquée, lovée, contenue dans des espaces qui
comme vient de le dire Bruno David à propos des landes littorales du Cotentin, ont été transformées, sont transformées par l'homme, l'espèce humaine, ou font l'objet de projets humains. Ainsi, comme le soulignent les récents résultats de l'atelier sur la biodiversité et le changement climatique mené sous l'égide conjointe de l'IPBES et du GIEC, il importe d'inventer de nouvelles formes de gouvernance. Ces nouvelles formes de gouvernance doivent articuler enjeux humains et enjeux écologiques, enjeux naturalistes, pour espérer atteindre les objectifs qu'ils se fixent, les objectifs environnementaux. Il s'agit alors d'ajuster les pratiques humaines pour conserver nature et biodiversité. Alors ces propos sont très audibles lorsqu'ils restent globaux, lorsqu'ils sont posés en principe. On est tous d'accord pour faire des efforts pour sauver la planète, préserver la biodiversité, etc. C'est l'application concrète de ces principes qui est très délicate. Pour tester la portée de cette proposition, pour tester la portée de ces principes, en saisir les implications, en évaluer la faisabilité, nous interrogerons donc une situation concrète qui sont les landes littorales de La Hague. Alors, pourquoi les landes littorales? Peut-être parce que ce sont des espaces très beaux, alors du coup on aime y être, mais surtout parce que ce sont des espaces qui rassemblent différentes caractéristiques qui sont très intéressantes. La première caractéristique, ce sont des paysages originaux qui sont marqués par la bruyère et l'ajonc, qui abritent aujourd'hui une part intéressante de la biodiversité globale. Je préfère le dire comme ça pour bien montrer que c'est une part d'un système beaucoup plus vaste que seulement les landes du Cotentin. Donc une part intéressante de la biodiversité globale, mais ce sont aussi des espaces dont les caractéristiques résultent d'une occupation humaine ancienne, couplée à des facteurs naturels. Alors les facteurs naturels, c'est le vent, ce sont les embruns qui limitent la croissance des végétaux, par exemple, qui établit un milieu particulier, et les activités humaines anciennes, c'est essentiellement le pâturage ou la récolte de la végétation pour l'élevage. Et cet élevage, ces pratiques d'élevage sont aujourd'hui passées ou en passe d'être passées, puisque très peu de landes littorales sont encore aujourd'hui pâturées, ou si elles le sont avec de trop forts chargements, elles le sont avec de trop forts amendements, de sorte qu'elles se transforment en prairies grasses, comme on en trouve à peu près partout. Donc l'idée, c'est, si on n'entretient pas ces espaces, elles se couvrent de fougères aigles, elles se couvrent de ronciers, elles perdent leur originalité biologique, et si on les entretient, eh bien, il faut trouver les moyens. Or, les moyens ne vont pas de soi. La gestion mécanique est compliquée, elle a un coût exorbitant. Il faut y trouver les modalités d'y développer l'élevage, sauf que là aussi, ça ne va pas de soi. Ça se heurte à des problèmes de représentation du métier, à des problèmes économiques, à des problèmes éthiques. À cela, on couple des activités de loisirs qui se développent dans ces espaces, où les gens viennent chercher une nature réputée sauvage ou réputée naturelle, où on ne veut pas avoir de marque d'entretien. On a des attachements locaux extrêmement forts à ces espaces, qui sont censés être des espaces de liberté. Donc, notre idée, c'est de regarder comment la gestion des landes va tenir en équilibre entre ces différents enjeux, de saisir les fondements cognitifs, les représentations, les attachements, les valeurs que les populations portent à ces espaces, et les fondements pratiques qui pèsent, qui orientent, qui déterminent la gestion de ces landes. Nous chercherons donc à préciser ces différents fondements, naturalistes, agricoles, paysagers, locaux, à évaluer la manière dont ces enjeux s'articulent et s'ajustent au sein de diverses sphères d'acteurs et entre ces différentes sphères d'acteurs. Ce travail sera fondé à la fois sur des enquêtes individuelles pour saisir ces fondements et sur des ateliers collectifs pour regarder comment ces fondements peuvent s'articuler entre eux en fonction des situations. Je vous remercie. Je vous remets donc cette statuette facsimilée de la Vénus de Lespug, bien sûr, que tout le monde aura reconnue. Alors, maintenant c'est moi qui conclue. Bien, donc,
Là, je vais être vraiment le plus bref possible. On n'a pas pu faire la remise des prix de l'an dernier, en 2020. Et donc, on a prévu de le faire cette année sous forme de petits films, de petites vidéos. Et en 2020, Victor Nara avait été récompensé pour le projet Éco-Climat, qui étudiait en République démocratique du Congo la résilience des sociétés humaines et des bonobos face à un certain nombre de changements. C'est un projet qui nous avait paru très original à l'époque, je pense que tu t'en souviens, Alain. Donc, je vous propose de regarder le petit film qui va avec ce projet. Donc là, il y a les bonobos, on entend des cris, ça c'est plutôt des cris d'alerte. Et là, on voit bien la proximité qu'on peut avoir même au sol avec eux. On n'est jamais à moins de 10 mètres pour des questions sanitaires, de ne pas leur transmettre de maladies. Mais maintenant, on peut vraiment très bien les observer. Et ça a pris 5 ans à peu près. Je m'appelle Victor Nara, je suis chargé de recherche au CNRS. Je suis affilié au laboratoire éco-anthropologie du Muséum national d'histoire naturelle, qui est basé sur le site du Musée de l'Homme. Le prix de la fondation ENGIE, Talent de la recherche au Musée de l'Homme, m'a permis de financer le projet Éco-Climat, qui vise à mieux comprendre les conséquences des changements climatiques en zone tropicale sur 2 espèces de grands singes, les bonobos, mais aussi l'espèce humaine. Ce projet de recherche est mené en République démocratique du Congo. C'est un endroit où je travaille depuis plus de 10 ans pour mener des recherches sur les relations entre humains, bonobos et habitats. Et ce prix de la fondation ENGIE me permet d'initier une nouvelle étape en intégrant la caractérisation des changements climatiques dans ce site d'études et donc leurs conséquences. Ayant débuté il y a 6 mois, nous avons simplement initié quelques volets de ce projet, notamment le fait de pouvoir analyser des images aériennes des années 50 de cette zone d'études pour mieux comprendre l'évolution du couvert forestier entre les années 1950 et aujourd'hui. Nous avons également pu démarrer des analyses sur l'évolution du climat dans cette zone depuis les années 50 en utilisant des bases de données internationales pour pouvoir analyser chaque mois depuis une 50aine d'années l'évolution de la température et de la pluviométrie et donc de vraiment caractériser concrètement quels sont ces changements climatiques dans la zone. Les volets à venir concernent les conséquences pour les pratiques humaines. Donc à la base de l'analyse des changements climatiques et de l'évolution du couvert forestier, nous pourrons éventuellement faire le lien avec des pratiques humaines agricoles dans la zone, en lien également avec des changements politiques, économiques, sur les aspects donc historiques du point de vue des populations humaines. L'autre axe concerne donc les bonobos, qui est une espèce de grand singe menacée, qui ne vit que en République démocratique du Congo. Et dans notre zone d'étude, là où nous travaillons, les bonobos vivent dans une mosaïque forêt-savane. C'est donc un habitat fragmenté, ce qui pose la question de la possibilité pour eux de migrer dans des forêts proches. Je remercie la fondation ENGIE, le Talent de la recherche au Musée de l'Homme, pour m'avoir fait confiance et encore me faire confiance sur ce projet Éco-Climat, qui me permet réellement d'envisager de nouvelles pistes de recherche sur un terrain de long terme que j'ai débuté il y a une dizaine d'années et de pleinement intégrer les questions de changement climatique dans l'ensemble de mes recherches. Évidemment, c'est toujours séduisant de voir les images du travail en action une fois que les moyens ont été donnés par la Fondation ENGIE. On va passer tout de suite rapidement à un deuxième projet que nous avions récompensé qui s'appelle « Envie d'image ». Voilà l'image en question. Bonjour, je m'appelle Éric Robert, je suis préhistorien, archéologue et spécialiste des comportements symboliques et j'ai intégré le muséum il y a bientôt 6 ans. Grâce au prix de la Fondation ENGIE, avec mes collègues, nous avons pu financer le projet que nous avions proposé, le projet Envie d'image. Ce projet, en fait, s'intéresse aux relations que les sociétés du Paléolithique entretiennent avec les autres espèces animales, aussi bien du point de vue de l'imaginaire, et notamment des représentations, que des aspects liés à leur alimentation et aussi des données environnementales et climatiques. Ce projet Envie d'image, nous l'avons principalement mené sur un territoire particulièrement dense et riche et très emblématique du Paléolithique supérieur en Europe, à savoir les vallées de la Dordogne, de la Vézère, du Lot et du Célé, il y a à peu près 15 à 20 000 ans, et qui donc nous a offert de très nombreux vestiges et de très nombreux restes, aussi bien du point de vue des représentations, de l'art préhistorique, que des restes liés aux occupations et également des données environnementales.
Alors le prix de la Fondation ENGIE nous a particulièrement permis de financer un contrat postdoc qui a été occupé par ma collègue Marianne Julien et qui a piloté tout un volet des recherches sur le volet plutôt archéozoologique, c'est-à-dire des analyses et des inventaires des restes de faune dans les sites d'occupation de ce territoire, et également de conduire de premières analyses sur le volet géochimique et biogéochimique. Nous avons fait des analyses géochimiques des os animaux ou des os humains. Ces analyses nous permettent de considérer à la fois les données environnementales, c'est-à-dire des conditions écologiques locales, mais également nous donnent des informations sur l'alimentation des animaux et des humains. Nos analyses viennent en complément des autres études archéologiques qui sont menées dans ce projet Envie d'Images et qui sont donc pluridisciplinaires. Grâce au prix de la Fondation ENGIE pour notre projet Envie d'Images, ça nous a permis de nous intéresser à ces relations entre les hommes et les autres espèces animales, notamment à un moment qui est un peu critique du point de vue climatique au Paléolithique, à savoir la transition entre ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire et les débuts du tardiglaciaire. Et où évidemment il est intéressant de regarder les relations aussi bien dans les activités du quotidien, dans l'exploitation des animaux pour l'alimentation ou pour d'autres aspects fonctionnels, que du point de vue spirituel. Ce regard croisé nous offre un peu quelque part un effet miroir par rapport à nos relations actuellement avec les autres animaux face aux enjeux climatiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi des contextes climatiques assez critiques. Bien, donc l'année dernière, on avait récompensé 3 projets. Et le dernier de ces projets s'appelle Innoveco. Il a été coporté par Julien Blanc et Léo Mariani. Il était mené sur 3 terrains, dans le Rhône, en Corrèze et dans le Lot, auprès d'agriculteurs écologues, pour voir un petit peu comment de nouveaux modèles agricoles peuvent émerger dans certaines situations. Alors, ce n'était pas à La Hague, dans le Cotentin, mais ça aurait pu. Et donc, je vous invite à découvrir le travail qu'ils ont réalisé. Ici, nous sommes dans le jardin écologique du Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons choisi ce jardin parce qu'il illustre très bien l'esprit dans lequel travaillent les paysans et les vignerons auprès desquels nous enquêtons dans le cadre de ce projet. Je suis Julien Blanc, je suis enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, anthropologue de l'environnement et sociologue rural. Je m'appelle Léo Mariani, je suis enseignant-chercheur au Muséum d'histoire naturelle, anthropologue de l'environnement mais aussi de l'alimentation et des sensibilités. Le prix de la Fondation ENGIE a permis de financer le projet Innoveco, savoir et pratiques écologiques paysannes face au changement climatique. C'est un projet qui part du postulat que l'adaptation au changement climatique se fait d'ores et déjà en agriculture, dans les champs, par les paysans et qu'elle continuera beaucoup à se faire par là. Dans cette perspective, nous mobilisons l'outillage conceptuel et méthodologique de l'anthropologie pour étudier des situations précises d'adaptation au changement dans les champs et chez les paysans. Cela nécessite d'abord de comprendre comment se manifeste concrètement le changement climatique pour les paysans, comment il est vécu chez eux, pour ensuite étudier une diversité de pratiques et de registres de pratiques qui sont mises en œuvre pour l'adaptation au changement. Ils produisent de la diversité en favorisant le développement de différents biotopes, du champ cultivé à la prairie, au boisement, mais aussi en insérant des mares et des haies autant qu'ils le peuvent. En outre, ils combinent différents types de production, légumes, fruits, petits élevages, qui sont associés à différents types de transformation et eux-mêmes de modes de commercialisation. Le prix de la Fondation ENGIE nous a permis de réaliser 3 terrains. Le terrain, en anthropologie, c'est un séjour prolongé avec les gens avec lesquels on travaille, auprès d'eux. C'est à travers ce genre de pratique qu'on va produire nos données. Par ailleurs, le prix de la Fondation ENGIE nous a aussi permis d'organiser un atelier qui avait pour objectif de poser les jalons dans la perspective de produire une publication commune, un ouvrage à terme, autour de dialogues entre scientifiques et paysans. En effet, s'adapter au changement climatique, c'est aussi accepter de concilier, de faire avec l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose d'assez ambigu pour les paysans, puisqu'à la fois, elle est vécue comme un obstacle, comme une difficulté, comme un inconfort, et en même temps, elle est pour eux-mêmes une source de motivation, une source d'innovation, une source de créativité, et qui permettent de donner des pistes pour l'avenir. Au final, le prix de la Fondation ENGIE nous aura permis de tisser une collaboration étroite avec ces paysans-chercheurs et ensemble d'identifier un certain nombre de dimensions, jusqu'ici assez peu travaillées et pourtant fondamentales pour l'adaptation au changement climatique. Il me revient de conclure, et pour conclure, j'aimerais
que Philippe Perrat de la Fondation NJ et Alain Bougrain-Dubourg me rejoignent sur cette scène, alors peut-être pas sur cette tribune, mais je voudrais pas être plus haut que vous, alors je vais descendre de la tribune, je vais même me mettre au milieu. D'abord, je crois que ce prix de la Fondation NJ atteste le dynamisme des équipes de recherche du muséum. J'ai bien le droit de faire la promotion de mon établissement, n'est-ce pas ? Parce que si vous êtes là, et merci d'avoir fait le déplacement, c'est grâce à vos projets de recherche, c'est grâce aux qualités des projets que vous avez proposés. Et on a fait un glissement, puisqu'au début on avait 1 prix, 2 prix, 3 prix, maintenant 4 prix. Ça veut dire que vous embarrassez de plus en plus le jury. Et la pression de sélection dans un jury, il faut toujours se dire que ce n'est pas la pression de sélection du jury, c'est la pression de sélection des candidats. Si on a beaucoup de bons projets, on a du mal à choisir. Donc c'est vraiment la qualité de ces projets qui fait ça, et c'est vraiment essentiel. Et moi, en tant que président du muséum, je ne peux que me réjouir de voir autant de bons projets éclore dans cette belle maison. On voit très bien aussi dans ces projets, d'abord la diversité de ces projets, et puis à chaque fois l'interface entre une histoire naturelle au sens traditionnel, et je vais faire plaisir à Frédéric Schluss, la directrice du département en environnement, et la dimension culturelle. La façon dont les deux s'intriquent, on l'a très bien vu à travers un certain nombre de projets, alors que ça soit pour des périodes vraiment très anciennes ou pour des périodes plus récentes. On l'a vu également à travers les films qui nous ont été présentés. Alors bien sûr, cette année un peu particulière, puisqu'on a présenté à la fois les lauréats 2021 et les lauréats 2020. On avait 7 projets de présentés, donc on a une impression de foisonnement. Je pense que l'année prochaine, on va revenir à des choses plus raisonnables. Sauf si la Fondation NJ nous octroyait des financements absolument extraordinaires. Mais ça, c'est une affaire qu'on discutera plus tard. Mais en attendant, on va revenir, je pense, à des proportions plus raisonnables. Et puis, bien sûr, je veux remercier très sincèrement la Fondation pour nous accompagner aussi fidèlement. Je l'ai dit en introduction, mais je souhaite vraiment le répéter en conclusion. C'est vraiment un accompagnement essentiel. Je pense que tout le monde s'en réjouit. Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. On sent bien que c'est une incitation supplémentaire. Ça nous propulse peut-être encore plus loin qu'on ne serait allé, même si on va déjà assez loin nous-mêmes. Mais ça nous propulse, c'est vraiment une aide, et merci de la poursuivre sur la durée, parce que je pense aussi que ce genre d'action, si elle ne s'inscrit pas dans une certaine durée, elle perd son efficacité. Et qu'on gagne en efficacité, et ça se voit à travers la qualité des projets aussi, quand on l'inscrit dans la durée. Et puis merci à Alain Bougrain-Dubourg, et à travers lui, merci à la LPO, je pense, quand même, pour nous accompagner de manière aussi fidèle, parce qu'Alain ne l'a pas dit, mais il nous accompagne sur beaucoup de sujets au muséum. C'est vraiment un soutien particulièrement précieux pour le muséum. Donc je voulais en profiter pour faire cette page de remerciements personnels un petit peu avec un pas de côté par rapport au sujet de la journée. Mais merci Alain pour tout ce que tu fais pour nous, pour la manière dont tu nous accompagnes maintenant depuis des années avec fidélité. Et malgré certaines sautes d'humeur, alors qui ne viennent jamais de moi bien sûr, mais qui viennent de toi, on connaît ton caractère. Je fais de la provocation pour voir comment il va réagir. Malgré ces sautes d'humeur, on s'aime bien. Voilà. Exactement. Merci pour la conclusion. Juste un mot, je remercie également les membres du jury qui chaque année se réunissent bénévolement, font un travail vraiment admirable, s'investissent et puis font passer le message un peu partout. Je voudrais rendre hommage aussi à l'Arfan des Neiges qui, depuis tout à l'heure, quel que soit le climat, est resté sage, exemplaire, n'a pas bougé une plume. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, allez regarder cet oiseau du Grand Nord. Ça va vous aider. Bon, allez, on arrête nos bêtises. Bravo à tous et merci infiniment. Et merci à Philippe Perrat, vraiment, de nous porter, nous accompagner, de son dynamisme, de la manière dont il est à l'écoute de chacun d'entre nous. Et ça a été dit, mais je voulais dire, j'ai particulièrement apprécié aussi le remerciement à l'endroit des équipes qui sont derrière vous, qui vous accompagnent, parce que rien ne serait possible sans elles. Merci d'y avoir pensé.